De retour à Société, édition spéciale du samedi, édition COVID-19. Il faut bien le dire, c'est le sujet de l'heure. En même temps, il se passe d'autres choses aussi. On en entend très peu parler. C'est l'éclipse médiatique totale, il faut bien dire, en cette période si particulière de pandémie que nous vivons. Mais il y a d'autres actualités politiques aussi. Allons discuter de tout ça avec Frédéric Bérard. Il est en quarantaine, je pense, quelque part aux confins de notre Québec sauvage et nordique. Frédéric Bérard, bonjour. Salut Nick Payne. Alors on vous voit sur Facebook parler de vos lectures en quarantaine, mais alors vous allez vraiment faire 40 jours, une vraie quarantaine à l'ancienne, là, c'est ça? Parce que vous êtes rendu au jour 26 ou 24. Ouais, en fait, j'ai 40 livres, donc ça devrait aller. Ah, vous voulez dire, vous voulez perdre 40 livres? Oui, bien ça aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. J'espère que vous êtes actif dans le confinement, dans la quarantaine. On discute. Avant de parler COVID, Frédéric Bérard, juste deux mots parce qu'on vous parle toujours à ce sujet-là, sur la décision là, de la Cour suprême, le refus de la Cour suprême du Canada d'entendre ceux qui veulent qu'on suspende la loi 21 en attendant que la cause soit entendue sur le fond. Est-ce que ça vous a surpris? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, ça ne m'a pas surpris du tout, même que je trouve que c'est une décision qui se défend très bien, qui était prévisible même, je dirais. Parce qu'il faut comprendre que les lois sont présumées être constitutionnelles. Et là, ici, tout ce qui était demandé par les opposants, c'était la suspension de la loi, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un débat sur le fond de celle-ci. Or, plusieurs choses jouaient en défaveur là, des opposants en question. Premièrement, la Cour d'appel, évidemment, je dis évidemment parce que si on essaie on demande la permission à la Cour suprême, c'est que la Cour d'appel nous a fait perdre, ce qui a été le cas. Il y avait toutefois la dissidence de... Frédéric Bérard? Oui. Retenez votre souffle. Vous êtes en quarantaine depuis assez longtemps pour ça. Il faut qu'on écoute Justin Trudeau qui prend la parole à l'instant, mais on vous revient, vous nous attendez. Ah, oui, très bien. Merci. Alors, nous revoici donc un discours très lyrique, très solennel, une sorte de discours historique de Justin Trudeau. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On va y revenir dans quelques instants si Frédéric Bérard est encore avec nous du fond de sa quarantaine. Êtes-vous là, Frédéric Bérard? Absolument, oui. Avez-vous entendu ce discours-là, vous, ou vous êtes... Pas du tout, non. Bon, alors on en reparlera. Revenons sur la loi 21 un instant. Vous étiez en train de nous expliquer que les lois sont présumées constitutionnelles jusqu'à preuve du contraire, hein, c'est un peu ça, et que donc, selon vous, les opposants, ceux qui demandaient à ce qu'on la suspende parce qu'elle aurait causé des torts irréparables et immédiats, en attendant que la cause soit entendue sur le fond, n'avaient pas les arguments valables? Ben, en fait, c'est que la Cour ne justifie pas ses refus d'entendre un appel. Donc, c'est le cas ici aussi. Faut se rappeler, d'ailleurs, Nick, je pensais à ça après votre question. Là, on est déjà à la mi-avril. Donc, disons que la Cour suprême avait dit, OK, d'accord, j'entendrai votre cause. Votre demande d'en appeler de la suspension uniquement. Là, on s'entend bien, on parle strictement de forme ici, non pas de fond. Mm-hmm. Ça nous mène facilement, j'imagine, en mai. La décision serait rendue peut-être, je ne sais pas moi, en juin, peut-être en juillet. Et l'audition sur le fond de la constitutionnalité, de la contestation de la constitutionnalité de la loi 21 est prévue, si tout va bien, et là c'est un gros si, en novembre de cette année, donc novembre 2020. Donc, est-ce que ça vaut la peine de suspendre une loi simplement pour quelques mois? Un autre des problèmes auxquels doit nécessairement faire face la Cour suprême actuellement, c'est les audiences devant elle. Est-ce qu'on veut balancer 72 avocats dans une salle? Peut-être que les règles de la Cour suprême prévoient le contraire. Je n'ai pas vérifié précisément. Donc, en bref, ça pour dire que oui, je pense que c'est clairement prévisible là, quand on y pense. Bon, alors de toute façon, comme vous dites, en novembre, on doit entendre la cause sur le fond. Alors, c'est un peu ridicule de décider plus tard si on aurait dû la suspendre la loi entre-temps. C'est ce que je comprends aussi. Oui, pratiquement. Et puis, faut pas oublier, hein, parce qu'il y a plusieurs médias il y en a certains là, qui, visiblement, sont clairement en faveur de la loi 21 et ont présenté la décision de la Cour suprême comme étant, et je cite, un échec percutant. Et là, il faut quand même pas virer fou. Là. C'est juste une question de suspension. On est strictement au niveau de la forme et ceci ne lie pas le fond là, d'aucune manière.
on va repartir à zéro à ce moment-là. Voilà. Bon, parfait. Parlons maintenant du sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis maintenant, on perd presque la notion du temps. Depuis la mi-mars, on va dire ça comme ça. Nous sommes tous dans une forme ou une autre de quarantaine un peu étrange. Quels sont... Prenons un peu de recul. Frédéric Bérard, on a des... Beaucoup de monde se transforme en prophète en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, on nous annonce la fin du capitalisme, le retour de... allez, même, il y a même des gens qui disent, ça y est, c'est le retour de l'indépendance parce que le Québec retrouve le goût de la nation. Et, bon, mais vous avez aussi, sans blague, hein, ceux qui disent que plus rien ne sera pareil, le capitalisme s'écroule ou encore tout va changer. Est-ce qu'on parle pas un peu trop vite ou est-ce qu'effectivement, au minimum, là, des changements durables dans nos sociétés occidentales vont s'opérer des suites de cette crise? Je ne sais pas, moi, ne serait-ce que notre rapport à la possibilité d'une pandémie mondiale, forcément, là, les systèmes de santé vont s'ajuster, non? Oui, en fait, votre question est évidemment large, mais je suis assez d'accord avec vous dans l'optique où disons que demain matin ou après-demain matin, la pandémie était vaincue. Est-ce que réellement, là, on penserait à métamorphoser le système actuel? Et puis non, franchement, j'y crois pas. On réadopterait très rapidement nos habitudes de vie. Là, ce qui arrive actuellement, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de temps pour réfléchir, ce qui n'est pas une mauvaise affaire, là, parce qu'on a des rythmes de vie en Occident notamment qui sont plutôt, disons-le, vifs et rapides. Est-ce que le système, ceci dit, est impeccable, est adéquat? Moi, ça fait déjà un bout de temps que je le dis, en matière environnementale, le système capitaliste, au moment où on se parle, nous dirige absolument droit dans le mur. Puis évidemment, c'est pas moi qui le dis, moi je suis pas scientifique, mais c'est la communauté scientifique qui est unanime ou presque totalement à cet effet-là. Donc, est-ce que... Alors, le modèle de la croissance infinie, donc, vous faites le lien entre, par exemple, ça et le réchauffement climatique et l'apparition de pandémies, puisque les animaux se rapprochent des humains. Là. Est-ce qu'on va là, Frédéric Bérard? Moi, je suis prêt à aller jusque-là parce que, puis en fait, quand je dis moi j'essaie de comprendre ce que la science nous dit. Et j'essaie de la vulgariser quand on me demande mon avis. Là, ce que je comprends, c'est qu'avec la fonte des glaciers, ces glaciers-là auraient, de ce que j'ai compris encore une fois, et un scientifique pourrait peut-être démonter ce que je suis en train de vous dire là, mais j'en doute parce que ça me semble assez unanime ça aussi, c'est qu'il y a des bactéries, des virus qui sont emprisonnés actuellement dans ces mêmes glaciers-là, qui, une fois fondus, auront évidemment pour effet de rebalancer les bactéries en question dans l'océan, dans la mer et ainsi de suite, genre de bactéries pour lesquelles l'humain n'est pas prêt, à affronter d'aucune manière. Donc, et on l'a vu, hein, ça c'est l'autre affaire, notre monde est tout petit, il est minuscule, il suffit quand dans une région chinoise, il se passe tel truc sur un marché d'alimentation machin, et puis, quelques mois plus tard, l'ensemble de la planète est fermé ou à peu près. Donc, ça pour dire que, et là, je fais pas de lien avec l'indépendance parce que ça, c'est pas nécessairement un autre débat, mais je m'adresse pas à cette question-là comme telle. Mais ce que je veux dire, c'est que notre monde, il est minuscule, qu'on le veuille ou pas, et les solutions qu'on devra apporter devront être planétaires. Et là, je suis pas en train de plaider pour la Fédération canadienne. À la limite, ça n'a rien à voir. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'on le voit bien actuellement. La Chine tous, c'est le cas de le dire, et c'est nous qui attrapons le rhume, c'est le cas de le dire aussi. Donc, ça va être le cas également en matière de réchauffement climatique, ce qui ne veut pas dire, évidemment, que les nations ne peuvent pas aller chercher une certaine autonomie, ou même une indépendance complète, mais on devra trouver une manière de mettre des pouvoirs en commun, parce qu'autrement, on se ramasse avec des imbéciles comme Donald Trump et Bolsonaro, qui mettent à risque la paix mondiale et la sécurité sanitaire de l'ensemble des nations à travers la planète. Alors là, vous apportez le contrepoids donc à ceux qui disent qu'on redécouvre les vertus des frontières et de la cohésion nationale, disons, à plus petite échelle devant cette crise. Je comprends que vous ne niez pas nécessairement ça, mais vous dites, d'accord, mais il faudra également trouver des façons de lutter de façon mondiale ou internationale contre des pandémies comme celle-ci. C'est un peu ça que vous dites. Alors finalement, ça joue des deux côtés de la clôture là, du débat mondialiste contre nationaliste, au fond. Oui, puis Nick, moi je ne suis pas un mondialiste au sens fort du terme. Je pense qu'on
ce terme-là est absolument galvaudé par ses ennemis. Mais quand on parle de fermer des frontières, ça, je pense que c'est le wet dream, permettez-moi, de certains racistes, là, on le sait très bien. Ceci dit, fermer des frontières complètement, est-ce que c'est réaliste? Absolument pas. Je veux dire, l'ordre mondial, je veux dire, mais il y a une question qui se pose, non, quand même, de façon parfaitement objective. Là, sortons du débat. Ouais. Vous venez de lancer une flèche en parlant du fantasme des racistes, mais disons que... J'ai dit raciste, j'ai pas dit nationaliste, qu'on se comprenne bien. Oui, c'est ça. Non, la très grande majorité des nationalistes que je connais n'est pas raciste. Et donc, c'est autre chose. Là, mais néanmoins, salue néanmoins le retour des frontières d'une certaine façon. Bon, bref. Oui, mais tu dis un instant, on peut être nationaliste, saluer un espèce de retour de fermeture des frontières, mais tout en étant conscient que ceci est très, comment je dirais, limité comme tel. Fermer les frontières entièrement, je veux dire, à part Marine Le Pen, qui croit encore à ça? Là? Non, mais voilà. Alors, bref, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une préoccupation, une réflexion qu'il faut qu'on ait, notamment sur la mobilité plus grande que jamais? Puis vous parliez de l'environnement tout à l'heure. Ce qui a participé de l'expansion de cette pandémie, c'est aussi le fait qu'on voyage, on se déplace comme jamais à travers le monde. S'il y avait eu une éclosion comme celle-là en 1800 quelque chose, je ne suis pas sûr, moi, que les Iroquois tousseraient aujourd'hui. Voyez, bon... non, vous êtes parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, ça pose des questions sur notre mode de vie, d'une certaine façon, non? Oui, puis juste par rapport, vous l'avez dit un peu rapidement tout à l'heure, mais par rapport à l'achat local, par exemple, ça, c'est bien connu en matière environnementale pour des raisons évidentes qui sautent aux yeux, que cet achat local est préférable à acheter des fraises de la Californie au mois de février. Des raisons évidentes, vous l'avez soulevé vous-même. Puis ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi avec le fait qu'on soit, comment je dirais, la fierté, ça me semble être un sentiment assez inutile, mais qu'on soit, disons, heureux de la tournure des événements, par exemple, au Québec, d'avoir une certaine cohésion sociale. Je pense que ça fait du bien aussi, effectivement. En même temps, il ne faut pas tomber non plus dans les excès et penser que le Québec, en tout temps, va parler d'une seule voix à travers l'homme-providence qui serait devenu François Legault ou le bon docteur Arruda et ses tartelettes portugaises. Il ne faut quand même pas capoter. On vit en démocratie, ce qui veut dire que demain matin, il va continuer à y avoir d'autres débats. On va essayer de s'influencer les uns les autres. Ça va brasser. Il va y avoir des débats d'idées solides. Là, à l'heure actuelle, c'est le temps de s'unifier. C'est le temps de lutter contre un ennemi qui est beaucoup plus grand qu'une seule nation, et je parle évidemment du virus en question. Et une fois qu'on aura vaincu celui-ci, et j'espère que ce sera le cas plus tôt que plus tard, bien après, on reprendra le cours normal des discussions, des idéologies et des claques en arrière de la tête de manière amicale, idéalement. Il nous reste... Effectivement, mais je ne souhaiterais pas qu'après ce virus-là, on maintienne cette espèce d'effet-là là, si on critique François Legault, évidemment, on est quasiment qualifié de sociotraite et ainsi de suite. Je pense qu'il faut faire attention à tout ça. J'ai l'impression qu'on ne devriez pas trop vous inquiéter de ça. On sent, Frédéric Bérard, il nous reste une minute, je vous pose une question vite. On sent que les débats, les discussions politiques habituelles sont tapis dans l'ombre, très, très, très près de nous. Et on a vu à l'occasion de cette annonce de François Legault sur la réouverture possible des écoles, par exemple, les gens d'une certaine gauche bondir en disant « Bon, ça y est, voyez, cet homme priorise l'économie sur la santé. » Le tigre est un peu sorti du placard, là, non? On voit qu'on est à la veille d'une reprise des débats politiques traditionnels. On va s'habituer à notre condition, non? Mais je suis d'accord avec vous, mais en même temps, si vous suivez un peu ce que j'ai écrit j'ai vraiment fait très attention. En moins d'une minute. Oui, de brasser le gouvernement pour des niaiseries, des détails, des pécadilles, traiter des intentions aussi. Je pense que l'heure est beaucoup plus à OK, on va s'unifier, on va lutter contre contre le virus, ce que je disais tout à l'heure. Mais effectivement, là, je sais que c'est le fantasme de plusieurs personnes, là, que tous les Québécois pensent de la même façon, et ainsi de suite. Mais c'est très, très dangereux, cette espèce de crainte de la pluralité d'opinion. Donc, oui, effectivement, une fois que ça repartira, on continuera à s'obstiner. Et dans l'intervalle, il est quand même sain
de critiquer le gouvernement pour des choses importantes. Et moi, ce que j'essaie d'éviter de faire, c'est de m'engueuler avec lui pour des pécadilles et le critiquer sur des niaiseries. Ça, franchement, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de faire de la récupération politique non plus. Alors, nous allons lire vos critiques importantes, Frédéric Bérard. L'essentiel. L'essentiel. Tout ça est très subjectif, on s'entend bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous reparle bientôt. Bonne quarantaine. Chers auditeurs, dans quelques instants, François Legault s'adresse à nous. Il ne devait pas le faire aujourd'hui, mais il a revu sa décision, histoire de ne pas laisser Geneviève Guilbeault se dépatouiller seule avec cette question de la réouverture des écoles. On va voir ce que M. Legault veut dire là-dessus. Puis on revient pour commenter ça un peu plus tard. À tout de suite.